chers professeurs, distingués invités, chers étudiants. C'est un grand job pour moi de vous accueillir à la 6e édition de l'École annuelle d'études byzantines et post-byzantines, intitulée « La paix et la guerre à Byzance », organisée par l'Institut de haute études pour la culture et la civilisation du Levant, en partenariat avec l'Université Aristote de Thessalonique. La paix, c'est la liberté sans souci, disait Cicéron. Elle devrait être la vertu cardinale des sociétés modernes. Et à partir de la Pax Romana de César Auguste, l'Empire romain, puis son successeur, l'Empire byzantin, ont utilisé la paix et la guerre en tant que des outils par lesquels ils ont déconstruit et organisé de nouveau le monde connu avec ses rites de vie, ses institutions et ses noms de vie. Si vis pacem para bellum. Si tu veux de la paix, prépare-toi pour la guerre. C'est un dicton latin qui a trouvé son usage dans toute l'Antiquité et qui, malheureusement, est encore utilisé même aujourd'hui. Arnold Toynbee, dans son essai Guerre et civilisation, a démontré que l'achèvement de l'art militaire n'est pas lié à l'achèvement de la société à sa bonne fonction, mais à l'arrêt ou même au recul de la civilisation. Une civilisation élevée et épanouie, et comme la civilisation byzantine, ne génère pas de guerres, mais au contraire, elle les empêche. Seulement la crise des civilisations cherche son issue souvent par la violence. L'art militaire n'est pas un produit de la civilisation, mais une conséquence de sa dégradation. Cette affirmation semble paradoxale, car au fur et à mesure que l'humanité développait sa pensée, sa culture et ses moyens de vivre, les moyens de faire la guerre se perfectionnaient également. Mais sans aucun doute, la véritable épreuve du feu de ces moyens est donnée par les périodes de tension, de crise et de conflits, par les chocs des civilisations, qui se présentent comme des phénomènes complexes de dysfonctionnement de la société humaine. La paix semble n'avoir de valeur aux yeux des hommes qui, sous l'imminence de la guerre, le don de pouvoir construire sa vie en liberté et avec joie dans une communauté paisible n'a pas de prix. Quand des jeunes qui ne connaissent pas et ne détestent pas leurs ennemis vont s'entretuer dans une guerre décidée par des vieillards qui se connaissent et se détestent, alors on connaît le prix de la paix. Chez Ursi, vous allez rechercher la dynamique de ces concepts à l'intermède desquels on a détruit et on a créé de nouveau le monde dans un jeu qui échappe souvent à toute logique rationnelle. Connaître le passé devrait nous aider à comprendre le présent et à prédire l'avenir. Dans son œuvre Le jeu de perles de verre, écrite en pleine guerre, Hermann Hesse propose le modèle d'une société basée sur la culture et non sur la violence, en exaltant les valeurs du dialogue culturel. On pourrait se demander pourquoi, après le développement spectaculaire du dialogue interculturel au cours des dernières décennies, l'humanité est aujourd'hui confrontée à tant de défis, à des adversités paralysantes et à une spirale de violence. À mon avis, la culture de la paix est bien plus que le dialogue interculturel et sa construction demande plus de temps et de persévérance. C'est un processus d'éducation continue, de l'enfance à la vieillesse. On ne peut pas omettre le fait qu'une culture de la paix
ne peut être surmonté par une nouvelle culture de la démocratie et même par une nouvelle culture de l'économie de marché. C'est difficile de construire une culture de la paix. Également parce qu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, le besoin d'éducation a été remplacé par le besoin de divertissement, car le divertissement et pas l'éducation apportent de l'argent. Les assassinats en masse, les génocides, les viols, la destruction des monuments culturels de l'humanité sont des actualités, pas les actions humanitaires. Si cette réalité ne change pas, les enfants élevés et éduqués aujourd'hui dans un esprit de violence migreront même sans motivation idéologique ou religieuse vers ces espaces devenus les sortes de réservations où la chasse humaine, la torture et la crime sont autorisés, encouragés, loués et popularisés. Les marchands d'images violentes sont aussi responsables tout que les vendeurs d'armes, car leur motivation est la même, le profit, l'argent. Au-delà des valeurs éducatives et du dialogue interculturel ramenés à un dénominateur commun, l'école annuelle d'études byzantines et post-byzantines, fondée sur les valeurs pérennes de l'humanité, peut être considérée comme un modèle pour la construction d'une culture de paix. C'est une grande joie pour moi d'accueillir le professeur Athanasios Sermoglou de l'université Aristote de Thessalonique, le directeur scientifique de cette école, Madame la professeure Claudia Rapp, Université de Vienne et Académie des sciences de Vienne, qui a envoyé un message écrit pour cette cérémonie d'ouverture, le professeur Pablo Argarate, Université de Graz, qui nous parleront aujourd'hui de la manière dont la théologie et l'iconographie ecclésiale reproduisent ces dynamiques entre la paix et la guerre. Je souhaite également la bienvenue aux intervenants des jours suivants qui ont accepté notre invitation, les professeurs Alexandros Alexakis, Université de Ioannina, Ankadan, Centre national de recherche scientifique Paris, Ernesto Sergio Mainoldi, Université de Salerno, Somia Gava, l'Institut national de langue et de linguistique japonaise, Mariana Bornarouk, Université de Fribourg et l'Université d'Europe centrale, Manuela Dobre, Adra Zugenaru, David Gabriel Carpen, Faculté d'Histoire de l'Université de Bucarest, Antonio Pio di Cosmo, Université de Modena et Reggio Emilia et chercheur associé de l'Institut du Levant, et Liviu Iancu, passionné chercheur archéologue de notre institut. Je vous souhaite des journées fructueuses au cours desquelles vous développerez votre passion pour la littérature et la civilisation byzantine, et bonne chance dans votre future carrière.